La tête dans les nuances, c'est une rencontre à tous les mois avec des intervenants engagés. Mon nom est Robert Aubin et à chaque épisode, je vous transporte dans un jeu de changement de perspective sur des enjeux de société. Ce mois-ci, à la tête dans les nuances, on se pose la question suivante. L'intelligence artificielle, une menace ou un nouveau défi à l'enseignement? Plongeons ensemble, tête première, dans les nuances. Ici Robert Aubin, très heureux de vous accueillir à cette toute dernière émission de la saison pour La tête dans les nuances. Et si je le fais avec une telle désinvolture et un tel sourire, c'est que je peux déjà vous annoncer que nous serons de retour à l'automne prochain. Il est donc tout aussi pertinent et peut-être plus que jamais que vous nous écriviez pour nous faire part des sujets que vous aimeriez voir traités lors de la prochaine saison. Vous le faites tout simplement en écrivant à info@gazettemoricie.com et je prendrai un plaisir fou à vous lire pendant ces vacances d'été. Pour cette toute dernière émission de la saison, qui correspond aussi à la fin d'une année scolaire pour à peu près tous les niveaux, nous avions décidé en équipe de traiter la question de l'éducation. Mais qui dit éducation dit vaste chantier. Par où allons-nous aborder cette émission? Allons-nous parler des problèmes de décrochage qui suivent la pandémie, des résultats difficiles pour certains élèves, de la pénurie d'enseignants, de la réforme du régime scolaire? Bref, les questions étaient multiples, mais il nous est apparu que celle qui est sur toutes les lèvres, qui fait objet de discussion auprès des machines à café d'à peu près tous les secteurs d'emploi, c'est cette pénétration de plus en plus évidente de l'intelligence artificielle, non seulement dans le réseau scolaire, mais aussi dans nos vies. Mais le milieu scolaire est peut-être celui qui s'y confronte le plus et le plus rapidement. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, cependant, qu'on parle de nouvelles technologies. Et on n'a qu'à se rappeler, si vous avez mon âge vénérable, l'arrivée de l'ordinateur, l'arrivée des tableaux blancs, l'arrivée de la communication versus Internet, l'arrivée des calculatrices avant tout cela. Mais à chaque fois, on parlait bel et bien de technologie, alors que là, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on parle plutôt d'un nouveau concept, de nouvelles façons de faire. Il me semble que ça outrepasse de loin le simple aspect technologique. Alors, on a voulu aller plus loin, pousser notre réflexion, vous permettre d'avoir un certain nombre d'éléments qui vous permettront, vous aussi, d'agrémenter vos discussions autour de la machine à café avec une connaissance peut-être plus approfondie de cette nouvelle technologie ou de ce nouveau mode d'apprentissage qui arrive et qui semble incontournable. Quelle direction est-ce qu'on va prendre? La question qu'on s'est posée, c'est où est-ce qu'on s'en va? Et on entend toujours, est-ce qu'on est de retour à la classe fermée, surveillée, papier, crayon, ou bien est-ce que l'intelligence artificielle nous amène plutôt à développer de nouvelles méthodes pédagogiques et d'aller plus avant, comme si la technologie était une chose qu'on ne peut empêcher ou qu'on ne peut retarder. Alors, ça a amené la question qu'on vous pose aujourd'hui ou qu'on se pose ensemble aujourd'hui. L'intelligence artificielle, une menace ou un nouveau défi à l'enseignement? Et pour tenter d'y voir clair, on a réuni pour vous une équipe de feu, une fois de plus. Alors, je vous présente les trois porteurs de nuances qui sont avec nous aujourd'hui. D'abord, Mme France Lafleur. Elle est professeure au département des sciences de l'éducation à l'UQTR. Elle est titulaire de la chaire d'excellence en enseignement sur la formation à distance, chercheuse régulière à l'Observatoire du numérique en éducation et elle co-dirige la collection Formation à distance aux presses de l'Université du Québec. Bonjour, Mme Lafleur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Se joint également à notre équipe sur le plateau Mme Martine Peters. Elle est professeure et chercheuse au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais. Ses champs de spécialisation portent entre autres sur la technopédagogie et la formation des maîtres. Elle est directrice du partenariat universitaire sur la prévention du plagiat. On aura l'occasion d'y revenir. C'est évidemment un des premiers sujets qui nous vient en tête quand on pense à cette question. Et finalement, bonjour Mme Peters, merci d'être là. Et finalement, pour compléter ce trio d'experts, on a M. Éric Martin, qui est professeur de philosophie au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information sociologique, associé au CIRSEM, le Centre interdisciplinaire sur la citoyenneté et les minorités, associé également au laboratoire Sophia Paul de l'Université Paris-Nanterre et co-coordinateur du collectif Société
Monsieur Martin, bonjour. Bonjour. Et vous aurez compris, évidemment, que ce n'est là qu'une partie du curriculum de chacun de mes invités, mais on s'arrête là si on va avoir le temps d'échanger sur le thème principal. Je commence tout de suite avec vous, Madame Lafleur, si vous le voulez bien. Bien sûr. À titre de chercheuse régulière à l'Observatoire du numérique en éducation, vous avez donc vu arriver une foule d'innovations technologiques et de transformations. On peut penser à l'arrivée du métavers, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, pour en nommer quelques-uns parce qu'il là aussi, il y a foison. Mais pourquoi l'arrivée des robots conversationnels de type ChatGPT, et c'est pas le seul, on voit bien que Google a lancé dernièrement sa propre version. Pourquoi ces robots créent-ils un tel remous? Est-ce qu'on doit craindre une espèce de technocratisation de l'éducation? Comment vous voyez le phénomène? Allons-y d'abord en disant que l'arrivée des robots conversationnels, c'est vraiment le résultat d'un progrès là, qui est vraiment réalisé au niveau de la neurolinguistique, neuropsycholinguistique. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a maintenant une résultante de compréhension qui s'améliore au niveau du langage. Mais tout ça, en fait, c'est venu de certains concepts, disons, que quand on parle de morphologie, de phonologie, de sémantique, et c'est le rassemblement de tout ça qui fait des banques de données. Donc, c'est notre point de départ. Donc, pour moi, je vois ça comme un progrès technologique, là. C'est mon premier élan, c'est ce que j'ai là, à préciser. Monsieur Martin? Je pense qu'il faut rappeler que ces machines-là, elles nous fascinent parce qu'elles semblent nous dire quelque chose qui fait du sens, mais en fait, elles ne comprennent pas ce qu'elles racontent. Ce sont des perroquets stochastiques, c'est-à-dire qu'elles procèdent par probabilité, un peu comme votre téléphone cellulaire qui devine le mot suivant. Donc, c'est-à-dire que quand nous, on le regarde, ça fait du sens, mais la machine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aligne des mots statistiquement. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Alors, nous, on est fascinés parce qu'on pense qu'on parle avec quelqu'un qui nous raconte un discours intelligible. Mais c'est une ton utilisé par la machine, oui, ça se prête à ça. Très personnel. Oui, on dirait que ça nous parle, mais en fait, c'est une illusion habile, mais une illusion néanmoins. Alors, le problème, c'est qu'on s'y laisse prendre. Et non seulement qu'on s'y laisse prendre, mais qu'on va lui confier des secteurs croissants de l'activité cognitive. Alors, peut-être que votre métier de journaliste télé va éventuellement être remplacé, le mien aussi, professeur, avocat, diagnostic médical. Je veux dire, tout ce qui relève d'un travail cognitif, actuellement, est menacé d'être déposé entre les mains de ces perroquets stochastiques. Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons faire? Il n'y a pas un danger là, de confier à des machines qui, au fond, ne savent pas ce qu'elles font, de prendre des décisions aussi importantes, celles qui concernent l'information, l'enseignement, le diagnostic médical. Il me semble que là, on est dans un terrain assez dangereux et que cet enthousiasme que nous voyons aujourd'hui, nous devrions nous en méfier. Alors, c'est un traitement informatique également. Le traitement informatique des masses de données qui nous permet d'en arriver là. J'ai eu cette crainte-là aussi, mais quand j'ai pris un pas de recul dans ma réflexion, je me suis dit, bon, mais ces machines qui nous apparaissent toutes personnelles font une collecte de données sur Internet beaucoup plus rapidement que ce qu'on pourrait faire. C'est probablement là leur avantage, mais collectent des données qui ont été écrites par des humains. Alors, si on continue ou si on arrivait à être remplacé par cette machine-là, ils vont être rapidement en manque de données, me semble-t-il. Si plus personne n'écrit, que vont-ils colliger? Il y a plusieurs apories comme celle que vous soulevez. D'abord, il y a des artistes qui ont souligné à quel point il y a du pillage qui ont été fait de leurs œuvres sans leur consentement. Ça soulève d'autres enjeux sur la protection des données. L'Italie a interdit temporairement ChatGPT à cause de ça. Il y a plein d'inquiétudes que ça soulève sur, disons, la façon dont sont alimentées ces machines, mais il y en a d'autres aussi sur ce qu'elles produisent. Autrement dit, aussi bien l'input que l'output. Supposons la question de la désinformation, par exemple. Si je peux aller sur Internet et voir une vidéo de Joe Biden qui annonce une guerre en Iran, par exemple, et qu'elle est falsifiée, cette vidéo, et que ça crée une panique, ou etc. Déjà, les fake news, c'est un problème actuellement. Il y a plein de risques inhérents à ces machines. Et pour le moment, ces risques-là ne sont pas pris en compte parce qu'on procède avec une vitesse, je dirais, inquiétante, parce qu'il y a des entreprises qui ne veulent pas se faire damer le pion par d'autres. Et à cause de ça, la prudence élémentaire saute par la fenêtre. Est-ce que le problème n'est pas justement la vitesse? Parce que je me rappelle, si on remonte de quelques décennies, l'arrivée de cette encyclopédie participative qui s'appelait Wikipédia, où, comme enseignant, dans les premières générations, on avait tendance à démoniser cette encyclopédie parce que, justement, elle pouvait transmettre de fausses informations qui n'avaient pas été vérifiées. Et on prévenait les élèves de, oui, le consulter, mais d'aller consulter aussi d'autres sources pour corroborer. Est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique-là avec ChatGPT et ses congénères? Bien, c'est ce qu'il faut se rappeler dès le départ, c'est que l'intelligence artificielle, comme ChatGPT, c'est un
plagieur, si on veut. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre les données, les idées qui ont été mises dans la base de données et ils s'en servent pour régurgiter un contenu nouveau. C'est un texte nouveau qu'il nous donne, mais c'est les idées de quelqu'un d'autre. Donc, au départ, ChatGPT, il plagie ce qu'il est allé chercher comme information. Mais la deuxième chose qu'il faut se rappeler, c'est que dans la rapidité que tout se fait, on oublie, comme monsieur l'a dit, on oublie que ce que ChatGPT nous donne, c'est pas une autre personne qui nous la donne. Donc, on pense que c'est de l'information qui est vérifiée. Et ce qui arrive pour les étudiants, moi je parle pour les étudiants, c'est que ces étudiants-là perdent un peu leur esprit critique parce que c'est quelque chose de merveilleux qui leur a été donné très rapidement et l'information, ils ne vont pas nécessairement la vérifier, alors qu'avec Wikipédia, pour reprendre votre exemple de tantôt, on leur a dit, vous ne pouvez pas citer Wikipédia, c'est pas fiable, servez-vous pas de Wikipédia. Mais là, l'intelligence artificielle, c'est mené par un gros monde, de la grosse argent qui pousse la machine, puis les étudiants sont... Puis moi-même, je l'avoue, je trouve ça formidable, c'est aidant comme outil. Mais comment on fait pour dire, on ralentit la machine et on examine vers quoi on s'en va? J'aimerais vous entendre sur la notion de plagiat, parce que le mot, on l'utilise rapidement, il est sur toutes les bouches. Je ne suis pas sûr qu'on comprenne exactement le concept. Lorsque j'étais aux études, on me disait que si je prenais une citation d'un ouvrage, bien, on nous apprenait en long et en large comment faire la citation en bas de page. Mais que si je prenais l'idée et que je la paraphrasais, là, ça devenait mon travail. OK. Je vais faire une petite nuance. Allons-y. On est dans les nuances. C'est pour ça. Oui, C'est pour ça qu'on est là. Donc, finalement, le plagiat, c'est oui, prendre les mots. Si vous avez dit quelque chose, je trouve ça très intéressant, je le prends, je le mets dans mon propre texte. Je suis étudiant, je vais remettre ça à mon prof. Je mets ça dans mon propre texte. Je vous cite, je mets des guillemets, le numéro de page et je mets la référence complète en bas de page ou à la fin du document. Pas de problème. Si j'aime bien l'idée que vous avez dit, mais que j'aime pas la façon dont ça a été dit, je prends l'idée, je la mets dans mon travail, mais je dois quand même vous rendre la paternité. Donc, je dois dire que cette idée-là vient de vous. C'est fait autrement, il n'y a pas besoin de guillemets, il n'y a pas besoin de numéro de page, mais j'ai besoin de dire, ça a été dit en 2023 par M. Quentin, en bas de page, je mets la référence. Les étudiants oublient que quand ils paraphrasent, ils disent, bien, c'est mes mots, ça m'appartient. L'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que le plagiat, c'est quand on va chercher un avantage en utilisant ces idées et ces mots-là. Donc, pour l'étudiant, c'est évidemment pour aller chercher une note de son prof. Donc, s'il n'y a pas d'avantage à avoir, bien, à ce moment-là, le plagiat n'est pas tout à fait le même. Par exemple, si je prends des notes et que dans une présentation PowerPoint que je fais, je reprends mes propres mots, bien, je ne suis pas obligée de me citer, je ne m'en vais pas chercher un avantage. Donc, mais pour les étudiants, dès qu'ils utilisent les mots ou les idées de quelqu'un d'autre dans leurs travaux, c'est considéré comme du plagiat s'ils ne donnent pas la référence complète. La nuance est fort importante parce que la question que ça me posait, c'est exactement celle de paraphraser le jour où ChatGPT ou un autre module paraphrase, il fait en quelque sorte le travail de l'étudiant. Exactement. Puis, mais il ne cite jamais la source. Bien, vous pouvez maintenant demander à ChatGPT, donne-moi un texte sur tel sujet et donne-moi des références. Il va vous donner des références. Mais là, on parlait tantôt... Mais est-ce que les références sont en concordance avec le texte ou bien ils nous citent aussi... sont tout à fait en concordance avec le texte. Et parfois, tu reconnais des auteurs que tu as déjà lus dans le domaine, etc. Le problème, puis l'autre jour, on parlait tantôt qu'on le voit comme une personne. L'autre jour, je suis en train de chercher, j'ai dit, donne-moi une référence pour ce que tu viens de me dire. Et il me donne une référence 3 fois. J'ai été obligée de lui dire. Et là, à la fin, j'ai dit, bien là, t'es bien menteur. Parce que j'étais fâchée, parce que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Mais la référence n'existe pas. Et ça, les étudiants vont se faire prendre parce qu'ils vont donner des références que ChatGPT leur ont données. Mais ces références-là sont non véridiques. Parfois, ils ont des bons noms d'auteurs qui ont parlé de ça parce que c'est dans la base de données. Mais l'auteur n'a pas vraiment dit ça. Mais l'algorithme dit... Il a dit à peu près ça. Exactement. Donc, les étudiants vont se faire prendre à faire du plagiat de cette façon-là.
Monsieur Martin, vous vouliez ajouter? Oui, mais moi, c'est les hallucinations dont je voulais parler, parce qu'on y touche presque, là. Parfois, ChatGPT fabrique carrément des choses qui n'existent pas. Alors, il y a un journaliste, par exemple, qui a fait des essais en Allemagne, je pense, et finalement, une personne qui avait dénoncé un viol devenait la personne qui l'avait perpétré, par exemple. Donc, on accusait la personne d'être un agresseur, alors qu'il faisait partie des gens qui l'avaient dénoncé. Ça peut causer des sérieux problèmes de réputation à quelqu'un, ça. Donc, vous voyez que lorsque ChatGPT fabrique de fausses informations, on appelle ça des hallucinations, on ne sait plus, au fond, distinguer le vrai du faux. Et là, on rentre justement dans un monde où ça peut être inquiétant sur le plan académique, sur le plan de l'information, sur le plan politique. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a parlé tantôt de ralentir. Et présentement, ce n'est pas ce qu'on entend. On entend adaptez-vous, adaptez-vous, particulièrement les professeurs. On nous dit, vous devez vous adapter, c'est là pour rester. Moi, il me semble que là, au contraire, on devrait se dire prudence, prudence. Est-ce qu'on est encore en démocratie? Si oui, bien, ce sont des choix que nous devons faire pour la société, pour l'école aussi. Jusqu'où nous voulons ça dans la société, puis particulièrement dans le cas de l'école, qui est une sorte de sanctuaire ou de safe space dans lequel les puissances économiques essayent d'entrer, le gros argent dont on parlait tantôt, les GAFAM, Google, Amazon, mais ils veulent entrer à l'intérieur. Jusqu'où devons-nous les laisser rentrer? Bien, ce sont des choix démocratiques que nous devrions pouvoir faire à partir d'un débat de société qui, actuellement, on nous dit, ben non, il n'y a pas le temps, il y a l'urgence, là. On n'a pas le temps d'en discuter, c'est adaptez-vous. C'est très inquiétant dans l'histoire quand on a des moments comme ça où on escamote au nom de l'urgence la nécessité d'un débat démocratique. Ça nous rappelle des ères très sombres de notre passé. On a d'ailleurs vu il y a quelques semaines un texte signé par des centaines de spécialistes de la technologie qui demandaient un moratoire temporaire sur cette question-là ou sur le développement. À l'évidence, en tout cas de ma connaissance, ils n'ont pas été vraiment entendus. Et ça me pose la question, puis je vous la pose, M. Martin, parce qu'il y a ce vieil adage qu'on utilise toujours dans notre langage populaire, de dire « Ah, on n'arrête pas le progrès ». Alors, ma question, c'est, un, est-ce un progrès? Et deux, vous semblez être un groupe qui dit plutôt, non, stop, réfléchissons. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on fait face à un rouleau compresseur? Est-ce que c'est possible de ralentir le rouleau compresseur, voire de l'arrêter? Ne serait-ce que pour prendre le temps de réfléchir, comme vous le dites, pas nécessairement de rejeter le bébé avec l'eau du bain, mais de dire où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bien, vous dites, est-ce que c'est possible? Si la réponse est non, ça veut dire qu'on a résolument abandonné notre capacité de décider au plan politique, mais aussi pour l'éducation, à des grandes entreprises multinationales qui sont tout sauf démocratiques et qui ne sont pas là pour le bien commun, elles sont là pour le profit. Est-ce qu'elles ont vraiment à cœur le bien de nos enfants ou même le bien de la société ou de l'écologie? Rien n'est moins certain. Hein? Donc, si on dit on ne va pas abandonner notre pouvoir à ces gens-là, on est forcé d'essayer d'une certaine manière, de mettre des limites politiques à jusqu'où nous voulons ou ne voulons pas aller vers la robotisation de la société et de l'éducation. Donc, on est forcé de faire sinon, on abandonne devant le rouleau compresseur, justement. Vous parlez de la lettre sur le moratoire. Elon Musk, je pense une semaine ou deux après l'avoir signé, il a lancé lui-même Twitter dans la course à l'IA. Donc, c'est cynique, ce moratoire. Au mieux, c'est un exercice de relations publiques des grandes entreprises pour se donner bonne conscience. Et au pire, c'est une manière pour les entreprises qui avaient du rattrapage à faire, de se donner le temps de rattraper les autres. Mais il n'y a pas de réelle volonté derrière ça de dire stop, on arrête, on débranche et on se demande est-ce qu'on en veut vraiment, jusqu'où, dans la société, dans l'éducation. C'est ça qu'il faudrait faire. Un exercice de recul, de prise de recul. Et pour le moment, c'est une déferlante. Et c'est ça qui est très préoccupant, aussi bien dans l'éducation que dans la société en général. Mais motivé par un programme d'accumulation capitaliste, techno-capitaliste, cybernétique, qui, au fond, ça veut dire que est-ce que les sociétés ont encore le contrôle de leur pilotage ou est-ce qu'elles abandonnent à des systèmes comme le marché ou aux machines le soin de décider ce qu'elles vont devenir? Et là, il me semble qu'on est dans une crise de civilisation. Michel Freitag, grand sociologue québécois, parlait de ça. Il disait le danger de nos sociétés, c'est qu'elles abandonnent le choix de décider où elles veulent aller entre les mains de ces systèmes extérieurs automatiques. Hein, c'est comme si on déposait notre cerveau dans une machine puis on disait, voilà, c'est elle qui va décider maintenant. Comme les voitures qui se conduisent toutes seules, sauf que c'est la société maintenant qui va se conduire toute seule. Madame Lafleur, vous qui êtes à l'Observatoire du numérique, comment vous voyez ça? Avez-vous l'impression qu'on vous pousse dans le dos plutôt que d'assister au développement d'une technologie qui pourrait peut-être être en fait, positive? il y a certains propos avec lesquels je suis vraiment d'accord avec M. Martin. Par contre, je veux juste rajouter en disant qu'on doit craindre la technocratisation dans la mesure, si l'accent est mis uniquement sur l'application, une application qui serait carrément aveugle des technologies. Dans ce sens, oui, on doit craindre. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire autrement?
À mon avis, on peut ralentir avec un choix de prendre le pas de recul. Oui, il y a moyen. Mais en même temps, on ne peut pas l'éviter, à mon avis. Il faut soit prendre le temps d'aller voir comment. Est-ce qu'il y a des balises à mettre en place? Est-ce qu'on peut discuter un cadre? Comment le faire? Et oui, prendre le temps de réfléchir. Prendre un pas de recul, un peu comme vous le soutenez, là. Et oui, je pense qu'il y aurait moyen de le faire et je pense qu'on se doit de le faire. Et ça doit se faire à quelle échelle? Là, c'est à vraiment... l'échelle de chacune des universités ou Non, des je pense centres qu'on devrait se réunir. Je pense qu'on devrait faire un certain consensus, au moins prendre le temps de reculer puis d'en discuter nous-mêmes. Là, ça va vraiment vite, vraiment vite. Je pense que vous vouliez compléter en ce Bien, sens. c'est ça, parce que lundi, on a eu une rencontre avec les gens du ministère et j'ose croire qu'après la journée de lundi, où les discours, le pour, le contre ont été discutés, ont été pesés, j'ose croire qu'il va y avoir la mise sur pied d'un comité qui va se pencher là-dessus puis qui va dire, en éducation, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas et comment on va baliser ces outils-là qui nous tombent dessus à une vitesse vertigineuse puis comment on peut arrêter. Le problème, et c'est le problème en éducation, c'est que trop souvent, on est à la remorque, on est 5, 10 ans en arrière de tout ce qui se fait. Et dans le cas de l'enseignement supérieur, les étudiants, ils ne sont pas 5, 10 ans en arrière. Eux autres, ils pitonnent, puis ils savent, puis ils ont déjà beaucoup plus que leurs profs des connaissances sur ces outils-là, sont allés les tester, ils jouent avec tout ça. Et là, les profs, on se retrouve, puis je le sais, je fais des ateliers dans le moment et je demande aux profs qui est allé voir ChatGPT. Et j'en ai plusieurs qui sont allés, mais il y en a encore trop qui n'ont même pas regardé l'outil encore. Ce qui veut dire qu'en septembre, là, ça a été difficile un peu à la session d'hiver, mais pas beaucoup parce que ça commençait. Mais en septembre, c'est dans nos universités et on n'a pas moyen de s'en sortir. Et ce qui veut dire que d'ici septembre, avec les vacances d'été, c'est le moment de faire de la recherche pour les profs universitaires. Quand est-ce qu'on va les former, ces profs-là, pour les aider à les apprivoiser, pour idéalement les intégrer de façon, moi je dis toujours de façon intègre, montrer aux étudiants comment bien s'en servir. Puis, parce que c'est possible, ça. C'est tout à fait possible. Il y a des bonnes utilisations. L'outil peut être intéressant dans la mesure où il demeure un outil. C'est ce que je comprends? L'outil peut être intéressant dans le moment où il ne va pas prendre une place trop grande, je vais le dire comme ça, où l'étudiant ne fera pas d'apprentissage. L'objectif d'aller à l'université, c'est d'apprendre. Si l'étudiant fait faire son travail par ChatGPT, puis il soumet au prof, il n'a absolument rien appris. Parce qu'il y a une raison pourquoi le prof demande de faire ce travail-là. Il doit y avoir un apprentissage. Si l'étudiant ne le fait pas ses apprentissages, puis moi, je donne toujours le même exemple. Demain matin, vous vous en allez sur l'autoroute, puis vous avez un accident, vous vous fracassez le genou. Vous avez besoin d'une opération. Vous vous rendez à l'hôpital, vous avez le choix entre 2 chirurgiens. Celui qui a utilisé ChatGPT ou quelque autre outil pour tricher, plagier pendant toutes ses études, ou celui qui a fait ses études avec intégrité. Lequel vous voulez qu'ils vous opèrent? Cette question-là est simple, mais celle que je vous retournerai bien amicalement, c'est est-ce qu'on a un problème ou on a une crainte de dérive d'un plus large pourcentage de nos élèves? Parce que ça existait bien avant ChatGPT, la possibilité, par exemple, d'acheter un rédacteur sur Internet qui allait faire nos travaux. On n'était pas mieux formés, on n'avait rien appris non plus si on utilisait cette voie-là. Alors, ça existait déjà, oui. Cette possibilité-là. Est-ce que ce qu'on craint avec les robots conversationnels, c'est une dérive à outrance, que le pourcentage de gens qui ne sont plus à l'université pour apprendre, mais bien pour avoir un diplôme Il y a des augmente? différences entre l'achat d'un travail en ligne, ce qui existait déjà, et qui est, comme ChatGPT, dans le moment, impossible à déceler. Donc, l'étudiant qui avait acheté quelque chose en ligne puis qui remettait le travail, on ne peut pas le déceler. Mais la différence, c'est que quand tu achetais un travail, il fallait que tu payes. Ça n'existe plus. Quand tu achetais un travail, il y avait un intermédiaire. Il y avait quelqu'un, et de plus en plus, ces intermédiaires-là, croyez-le ou non, se retournaient à l'étudiant après pour dire « Tu dois me donner plus d'argent parce que je vais te dénoncer à l'université si tu ne me donnes pas plus d'argent. » Donc, il y avait toutes ces choses-là, tandis que ChatGPT, l'utilisation de ChatGPT pour faire un travail puis le remettre, c'est complètement anonymisé. Il y a il y a une façade, l'étudiant peut se cacher derrière, il n'y a personne qui ne va jamais le savoir, ni ses parents, ni son prof. Donc, il y a cette facilité-là qui s'ajoute. Par contre, et moi, je suis l'optimiste continuellement, je dis,
on a des étudiants brillants, on a des étudiants intègres qui ont plus de difficultés, qui ont moins, etc., à différents niveaux. Mais on a des étudiants qui sont à l'université pour apprendre et eux, j'ose croire qu'ils vont se servir de cet outil-là de façon intègre. Je m'en sers déjà, c'est incroyable comme outil de recherche d'information. Ça ne veut pas dire que je prends le texte qui me produit puis que j'en fais un texte que j'envoie à un article pour un article scientifique. Donc, il faut s'assurer de baliser qu'est-ce qu'on permet et ne permet pas. Je me permettrai de revenir sur votre rencontre avec le ministère dont vous parliez il y a quelques minutes à peine, parce que ça m'amenait une question sur l'orientation de notre système éducatif chez nous. Si tant et si bien qu'on arrivait à prendre un pas de recul et analyser le tout en fonction de la société québécoise et de l'orientation qu'on veut donner à notre régime éducatif, soit, on en serait vraisemblablement heureux, mais est-ce qu'on n'est pas en compétition internationale aussi, où on se demande où est-ce que les autres vont et qui doit arriver le premier? Est-ce qu'on est dans une compétition, même dans notre réseau éducatif? Monsieur Martin, je vous voyais réagir. Il y a un grand sociologue québécois qui s'appelait Marcel Rioux. On n'en parle plus aujourd'hui, malheureusement, mais Rioux avait écrit des rapports sur l'éducation dans les années 60 et il parlait à l'époque déjà d'impérialisme technologique. Ça veut dire les États-Unis, là, ils disaient ça, ils nous envoient leurs machines d'abord, puis ensuite les idées vont suivre. Donc, les Américains, ce qu'ils font, Silicon Valley, si vous voulez, ils envoient dans le monde, les GAFAM, des machines. Alors, dans ce cas-ci, c'est ChatGPT. Et j'utilise machine, parce que outil, moi, ça me dérange. Parce que je pense que c'est pas seulement un outil comme un tournevis ou c'est une machine complexe qui va bouleverser les rapports sociaux, puis qui participe d'une transformation de la société en général vers une société cybernétique. Donc, on n'est pas seulement dans un outil anecdotique, ça participe d'un bouleversement fondamental des rapports sociaux. Et ces gens-là, donc, ils sont en train de développer cette nouvelle société que Google appelle du télé-everything, une société informatisée où tout sera fait à distance, cybernétique, bon. Et ils exportent ça partout dans le monde. Et une petite nation comme le Québec, bien, nous sommes à l'ombre de cet empire technologique et économique qui s'appelle les États-Unis. Et on doit se demander, est-ce qu'on veut vraiment que notre système d'éducation soit colonisé par ça? Est-ce que c'est ce qu'on a besoin au plan de notre culture, mais de la formation des citoyens et citoyennes critiques dont on a besoin pour le 21e siècle? Moi, je pense que non. Je pense qu'au contraire, d'adapter notre système d'éducation à ce projet, de ce délire de la Silicon Valley impérialiste, on devrait développer quelque chose à échelle humaine, peut-être plus modeste, mais qui serve au fond ce qu'on a vraiment besoin ici. La formation de gens qui vont être capables de prendre soin de la culture, de la société, de la nature, de l'écologie. Et ça se passe pas avec des machines 24 heures sur 24, ça se passe avec des relations humaines. Donc, le Québec devrait prendre une décision, je dirais, le plus possible de se tenir loin de ce machin qui n'est certainement pas dans l'intérêt collectif. C'est de l'impérialisme pour moi. Et je me permets de vous poser la question. Quand je vous écoute parler, il m'apparaît que c'est davantage un pas de recul. Ça va être quelques pas qu'il faut prendre pour arriver à une telle réflexion. C'est pas juste de matérialiser ou d'encadrer l'utilisation de cette machine dont vous parlez, mais vraiment d'avoir une réflexion en profondeur sur notre régime éducatif. Là, c'est nettement plus large. On pourrait parler alors que là, j'ai l'impression qu'on réagit à une machine qui nous dépasse. C'est qu'on regarde la chose elle-même, mais on ne voit pas derrière la transformation globale de la société qui implique, j'appellerais ça une crise de l'autonomie. C'est-à-dire que l'école est censée construire des sujets autonomes, alors que maintenant, ce sont les machines qui deviennent autonomes. Les machines deviennent intelligentes, entre guillemets, c'est-à-dire... Pas tout à fait vrai, mais elle simule l'intelligence. Mais ça veut dire que pendant ce temps-là, nous, l'autonomie, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'on forme vraiment des citoyens autonomes? C'est ça dont on a besoin pour le futur. Des gens qui vont pouvoir affronter la crise écologique ensemble, gérer les problèmes de la diversité culturelle ensemble. Ça prend des gens sensibles, ça prend des gens qui ont des relations humaines riches. Et là, actuellement, on se propose de les brancher sur des machines la plupart du temps. Je veux dire, on fait complètement l'inverse de ce qu'on devrait faire. On ne construit pas l'autonomie, on est en train de la détruire. Vous voyez? On n'a absolument pas intérêt à faire ça. Madame Lafleur, à la lumière de tout ce qui est dit dans les dernières minutes, comment vous vous situez? Alors, pour ma part, je crois qu'on doit faire un focus sur la compréhension, qu'on doit éduquer, on doit éduquer nos enseignants, nos formateurs, et on doit aller dans le sens de l'acquisition des fonctions cognitives supérieures. Et ça veut dire qu'on peut parler de, par exemple, j'ai proposé un modèle justement dans nos rencontres ministérielles cette semaine, un modèle où on prendrait le temps d'aller situer les paliers de la littératie pour l'acquisition de nos apprenants, nos enseignants. Et également... Ça, pour être clair, là, ça veut dire qu'on irait plus loin qu'apprendre à lire, à écrire. C'est-à-dire que le palier de la littératie, c'est un prérequis, mais en plus, il faut amener nos apprenants, nos enseignants qui vont avoir
qui vont devoir intervenir, à aller vers une fonction cognitive supérieure. Donc, dans les échelles, il y a des niveaux à 5 si on regarde les modèles de Solo. En tout cas, on pourrait en parler. Là, je voudrais justement Mais présenter... donnez-moi des exemples concrets de ces paliers où on Mais se ça veut trouve. dire que c'est le niveau 4 et 5. Sur une échelle de 1 à 5, les niveaux 4 et 5 sont ceux de la fonction supérieure qui nous permettent de faire une réflexion et de l'apprendre à nos, à nos apprenants, à nos enseignants, à nos intervenants, tant l'apprenant que les enseignants, là, d'aller développer ce niveau 4 et 5 qui nous permet d'avoir la capacité réflexive et la capacité critique et réflexive critique. Donc, en ce sens, on doit comprendre la machine pour mieux faire une alliance avec elle, toujours dans un dosage et une nuance. Alors, c'est ça ma position. C'est peut-être un préjugé, là, mais j'ai l'impression qu'avec des étudiants qui se dirigent vers cette profession-là, l'idée d'atteindre les numéros 4 et 5, ça leur parle et ça doit être signifiant. Mais quand vous sortez de la bulle universitaire et que vous allez rencontrer le politique qui, eux, prennent des décisions d'orientation sur notre société, est-ce qu'ils ont cette même sensibilité? Mais je crois qu'il faut aller en ce sens et les amener avec nous à cette réflexion-là. Et je pense que la journée réflexive de la ministre Derry a servi à mettre la table et elle a semé le début d'une réflexion et qui, on le souhaite, aura des journées 2, journée 3 pour nous entendre. Je dis nous, les gens de terrain, mais également les gestionnaires et les politiciens, qu'on se rassemble encore une fois en complémentarité d'expertise, en complémentarité d'expérience, de pensée et de pousser encore la réflexion, de s'opposer dans nos propos, de se pousser, de se forcer à réfléchir dans nos divergences pour qu'on soit capable nous-mêmes de se dire comment accompagnerons-nous et comment pourrions-nous baliser. Donc, l'avoir ensemble et faire une co-construction de tout ça, mais de le penser ensemble. Et justement, le pas de recul nous permettrait de prendre le temps d'être ensemble et de voir comment on peut s'y prendre. Mais l'idée est fort louable, loin de moi l'idée de douter de ça, mais est-ce que de la part de la ministre Derry, vous avez senti quelque chose qui ressemblerait, ne serait-ce que vaguement, à un plan de match, à des étapes à franchir? Absolument. Moi, c'est ce que j'ai senti de la rencontre qui a eu lieu tout récemment. J'ai senti l'ouverture d'une complémentarité des gens qui occupent des postes différents, que ce soit politiciens, gestionnaires, enseignants, apprenants, étudiants. Nous avions également des étudiants qui étaient sur place. On avait les politiciens. Il y a même un pont aussi à penser, et je dis bien un pont, une alliance avec notre secteur des jeunes. Je pense que ça doit commencer très tôt pour qu'on fasse le passage également au collégial et universitaire. Je pense qu'il y a une ligne un fil rouge qui doit se tenir du secteur jeune jusqu'à l'enseignement supérieur en passant par le collégial. M. Martin, j'ai cru voir dans votre non-verbal un brin de scepticisme, si je me trompe pas. C'est juste qu'il y a un truc dont on ne parle pas trop, c'est le point de vue des professeurs, c'est-à-dire que les profs, à travers leur fédération syndicale, toute allégeance confondue, ont exprimé des inquiétudes très, très profondes. Et c'est majoritairement là de là que sont venues, je dirais, les inquiétudes lors de la journée du 15 mai. Nous, on n'y était pas, bien qu'on ait écrit le livre peut-être le plus récent, l'essai critique le plus récent. Alors évidemment, c'est un essai polémique critique, on ne s'en cache pas, mais sur la question du numérique et de l'enseignement. Pourtant, nous n'avons pas été invités à cette journée. Donc, il me semble qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même des critiques là, assez importantes et assez radicales qui émergent du milieu de l'enseignement à propos de la dérive actuelle, du sentiment aussi de dépossession des professeurs. Les principaux concernés, on n'est pas écoutés. Alors évidemment, il y a beaucoup de place qui est accordée à plusieurs d'autres types d'intervenants, des chercheurs, des experts, M. Benjo, qu'on entend un peu partout. Mais je veux dire, les professeurs eux-mêmes, nous sentons, je dirais, mis de côté dans cette réflexion-là, alors que c'est nous qui sommes sur le terrain, je veux dire, que les étudiants au collégial, à l'université, la plupart du temps. Donc, il me semble que là, si on écoute les fédérations syndicales de professeurs, ou si vous lisez notre bouquin, ou si vous lisez ce que les profs disent en général, le point de vue est assez clair. Nous n'en voulons pas, nous en voulons le moins possible et nous avons très, très peur de ce que ça peut impliquer pour la relation pédagogique, pour les emplois, pour les étudiants. Je veux dire, c'est ça, c'est assez clair ce qui est dit là. Donc, comment se fait-il que ça ne soit pas pris en compte davantage? Il me semble que là, il y a un problème au niveau du gouvernement. On dirait qu'à chaque fois qu'il y a une question sur l'éducation, on n'écoute jamais les principaux concernés. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'école à 3 vitesses, ça n'existe pas, par exemple. Vous voyez, les étudiants eux-mêmes, là, 94 % d'entre eux ne veulent pas de l'enseignement en ligne. Et pourtant, on continue à le développer. Vous voyez? C'est une étude qui fait un sous-comité. Les recherches là-dessus. C'est une recherche du sous-comité du Conseil supérieur de l'éducation dans le journal Le Soleil. 94 %. Donc, vous voyez, à ce moment-là, vous avez quand même un problème. Pourquoi on n'écoute pas? Puis pourquoi on ne tient pas compte non plus des nombreux effets négatifs déjà mesurables après la pandémie sur anxiété, dépression, isolement social, à l'exposition aux écrans, à plein d'impacts négatifs. Et pourtant, ça continue. Et c'est ça qui est hallucinant de voir que malgré tous ces effets négatifs et toutes ces voix critiques qui s'élèvent, le train poursuit sa course.
Madame fuite en Laferre, avant. c'est votre champ d'expertise. Je vous donne le droit de réplique. Oui, c'est ça. Alors, de mes 20 ans d'expérience, 32 ans en pédagogie, entre autres, moi, je peux me positionner différemment parce que tout n'est pas négatif et tout n'est pas noir ni blanc. Je pense qu'il faut aller dans la nuance, mais je suis d'accord avec une certaine partie du propos, mais je pense qu'il y a moyen de faire certains ajustements. Et je pense que la formation à distance, non, elle ne répond pas à tous les besoins, à toutes les clientèles et à tous les secteurs, mais je pense qu'elle peut répondre en partie à certains besoins particuliers. On peut penser à nos clientèles vulnérables la formation à distance, elle peut répondre à certains moments à certains besoins spécifiques. On peut y aller dans ce sens-là, sans que ça devienne numérique, numérisé et numérisons toutes les institutions. C'est pas ça. Mais je pense qu'il y a une capacité, là, en tout cas, il y a du moins ce que j'ai senti là, du côté gouvernemental, c'est qu'il y a une position où est-ce qu'on pourrait l'utiliser de façon appropriée avec certaines clientèles, certains niveaux pour répondre à certains besoins. Puis ce que j'ai vu, bien moi, je vois les demandes et si on regarde les inscriptions qui sont en croissance, alors ça, c'est quand même, je pense que le premier, je vais dire le mot consommateur, c'est celui qui en a besoin, celui qui le demande. Alors, il n'est pas forcé de le faire. Et on voit que les inscriptions sont en croissance. Donc, il y a une demande. Et je pense, entre autres, qu'on entend souvent conciliation travail-famille, mais là, on entend conciliation études et emploi. Donc, on a une catégorie d'apprenants qui, pour eux, ça leur permet de ne pas avoir à payer un appartement, une auto, une location, tout ça, et qu'ils ont accès aux études quand même. Tout en tout cas, je pense que ça peut répondre à d'autres besoins sans aller complètement de l'autre côté. Je pense que ça peut répondre à une certaine clientèle. Puis je vois... Est-ce que je me trompe, mais quand on parle de formation à distance, on ne parle pas nécessairement de quelqu'un qui va passer 45 heures de cours derrière un écran, mais absolument pas. de possibilité d'avoir un échange avec son formateur, d'aller je vous raconte, c'est trop important, je vous raconte une anecdote. Moi, j'ai un collègue qui me dit non, je ne veux surtout pas de la formation à distance. Il n'y en est pas question. Je ne veux pas qu'on devienne une université de formation à distance. Mais il est le premier à me dire oui, tous les avantages cet hiver sur, par exemple, un cours normal, régulier de 3 crédits, 45 heures universitaires. Il me dit qu'il est bien heureux de pouvoir donner un cours ou deux, donc 6 heures sur 45 ou 3 heures sur 45 à distance par l'utilisation de webconférences. Entre autres, c'était le Zoom dont il me nommait. Alors, dans le fond, c'est la façon de nommer les choses. Quand on a un cours hybride, alors qu'on ait 1 heure sur 45 ou 3 heures sur 45, le mode hybride devient une formation à distance. Donc, c'est la façon dont on nomme les choses aussi. Donc, ce n'est pas 100% à distance, mais ça nous permet... Dans le fond, il y a le vocabulaire qui est associé à ça. On a des cours en mode synchrone, en temps réel, en temps direct. On a des cours en asynchrone qui sont autoportants, qu'on fait tout seul de façon autonome. Et il y a les cours qui sont bimodales, mixtes. Mais bon, je vous dirais que, entre autres, les résultats de la recherche, qu'elles soient européennes, américaines ou canadiennes, disent que la modalité qui est favorisée en ce moment, c'est celle quand on parle d'hybridité. Qu'il y a une portion qui est en personne, là où on a le temps d'aller créer notre lien affectif, notre côté relationnel. Puis après, il peut y avoir une plus mince portion qui sera à ce moment-là à distance. Mais mon lien affectif et ma confiance, je l'ai parce que je l'ai eu le contact émotionnel ou le contact affectif où je peux établir ma relation. Donc là, à ce moment-là, présentement, c'est celle qui est la gagnante, entre guillemets, là, quand on consulte les gens et ceux qui s'inscrivent. C'est la formule, la modalité qui est priorisée présentement. Je reviens à l'exemple de Mme Peters tantôt qui nous parlait de ces 2 chirurgiens. Et je regarde ce que vous me dites sur la formation à distance et je me dis, puis la question du plagiat, en fait, toutes les questions qu'on a abordées, je me dis, mais le point crucial, c'est l'évaluation en bout de piste. Est-ce que l'étudiant a les compétences recherchées, peu importe le moyen par lequel il les a acquis? Est-ce qu'il a la compétence recherchée le jour où je sanctionne un diplôme? Est-ce qu'il a sa pleine valeur? Est-ce que c'est pas là l'orientation qui devrait nous permettre de choisir dans quelle mesure on doit utiliser, ne pas utiliser, dans quel pourcentage, dire oui, dire non? Il faut qu'à la fin, on puisse reconnaître une compétence qui soit autre chose qu'une compétence sur papier. Mais je vous dirais, vous avez tout à fait raison, l'importance, c'est l'apprentissage de l'étudiant. Pour que, éventuellement, dans le cas de nous, dans les universités, quand ils finissent leur programme, ils s'en vont sur le marché du travail, ils sont capables de fonctionner en société. J'aime bien, et puis là, je vais la reprendre, l'idée de France qui dit ça prend différents modèles, différentes selon les circonstances, mais je pense qu'avec l'intelligence artificielle, c'est ça que ça prend aussi, une hybridité où il va y avoir, à certains moments,
pas d'intelligence artificielle permis, et d'autres moments, on va la permettre à différents degrés. Il y a Dawson qui parle de délestage cognitif. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette idée-là, parce que ce qu'il dit, c'est que, par exemple, quand on apprend à compter, quand on est tout petit, en première année, qu'est-ce qu'on fait quand on compte? On compte avec nos doigts. Il y en a qui m'ont dit qu'ils comptaient avec leurs orteils. J'ai trouvé ça très drôle. Parce que c'était défendu avec les doigts dans certaines écoles. C'est ça. Donc, ils comptent. C'est une espèce de délestage cognitif parce que je suis concentrée dans ce que j'ai dans ma tête et donc je peux utiliser mes doigts. Donc, c'est un outil, mes doigts dans ce cas-là, pour m'aider. Après ça, on a, par exemple, si je vous donne mon numéro de téléphone très rapidement, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le prendre en note parce que vous avez besoin de vous en rappeler. Maintenant, on prend une photo pour se rappeler de certaines choses. C'est une forme de délestage cognitif parce que ça me permet de concentrer sur autre chose avec un outil qui m'aide. Ça va être un peu la même chose avec l'intelligence artificielle. Par exemple, quand nos étudiants vont commencer leur baccalauréat, peut-être qu'on va dire, bien, à cette étape-ci, tu ne peux pas utiliser l'intelligence artificielle parce que tu as besoin de développer les compétences de base. Okay? Ou le contraire, par exemple, si on a des tâches complexes au début et on va leur dire, bien, je te permets à cette étape-ci parce que tu commences de te servir de... Comme à un certain moment donné, on a dit, bien oui, maintenant tu peux te servir de la calculatrice, mais à la fin, tu es obligé d'être capable de faire tout le processus quand même. Donc, il y a différentes façons. Et au fur et à mesure que le programme avance, c'est cette idée-là d'hybridité où parfois, oui, tu peux t'en servir, parfois pas. Mais rendu à la fin de ton programme, pour qu'on puisse te diplômer, tu dois être capable de tout faire de A à Z sans aide. À ce moment-là, on s'assure que l'apprentissage de nos étudiants est fait tout au long. Évidemment, puis là, je reprends ce que vous avez dit tantôt, vous avez dit que les profs paniquaient. Oui, mais moi, je vois aussi beaucoup, beaucoup de profs qui sont... Et là, c'est des profs, on s'entend, c'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup dans les forums de discussion que je suis qui sont archi contents, stimulés par ces différents types d'activités d'intelligence artificielle. Il y en a de toutes les sortes. Donc, il y en a qui sont déjà en train de l'intégrer dans la salle de classe. Évidemment, c'est les précurseurs. Il y a la grande majorité qui disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Et c'est ceux-là, puis c'est ce qui a été dit à la ministre Derry lundi, c'est ceux-là qui ont besoin de temps, puis qui on aurait besoin de dire, est-ce qu'on peut ralentir un peu pour se faire une tête, apprendre ce que c'est, pour ensuite prendre des décisions qui soient éclairées? Oui, allez-y. Je dirais qu'en fait, il y a beaucoup d'entre nous, nous avons assez bien compris ce dont il est question et nous n'en voulons pas. Vous voyez, peu importe le temps que vous allez me donner, moi, je n'en voudrais jamais. Je ne mettrai jamais ça dans ma classe. Vous parlez de délestage cognitif, moi, je suis d'accord, mais pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je voulais parler d'un philosophe qui s'appelle Gunther Anders, qui avait écrit un livre qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme » autour de 1956. Et dans ce texte-là, il raconte que lors de la guerre de Corée, pour la première fois de l'histoire, on a pris un ordinateur, on a mis les données à l'intérieur, puis on a demandé à l'ordinateur, doit-on continuer la guerre ou doit-on la terminer? L'ordinateur a calculé, puis il a dit, bon, finalement, c'est pas rentable, arrêtons la guerre. Et Anders dit, c'est très important parce que c'est la première fois dans l'histoire, on a dit à une machine de décider à notre place d'une question cruciale qui est celle de la guerre. Et c'est là qu'il évoquait ce concept, Entlastung en allemand, c'est déchargement des compétences. On prend une faculté de juger, on la met dans une machine. Bon, numéro de téléphone, pas si grave si je ne me rappelle pas le numéro de téléphone. Mais lorsqu'il s'agit de juger, d'acquérir des connaissances, de connaître l'histoire ou de comprendre la philosophie, je ne peux pas me délester de ma faculté de juger dans une machine. À ce moment-là, je veux dire, moi, j'enseigne la philosophie, c'est impensable. C'est absolument contre tout ce qu'on fait. Donc, nous, en philosophie, je ne vois absolument pas pourquoi on utiliserait ChatGPT ou à quelle fin, puisque ça développe pas du tout ce que nous cherchons à construire, à savoir justement la faculté de juger des étudiants, par exemple. Donc, pour nous, le délestage cognitif dont on parle ici, ce n'est pas une économie de temps, c'est en fait la destruction de facultés fondamentales que l'éducation devrait être en train de développer. C'est pour ça que je vous dis que dans mon cas, ce n'est pas une question de prendre le temps de me dire « Non, j'ai regardé, puis je pense qu'on est plusieurs. Le comité École et Société de la FNEC vient de faire un rapport d'à peu près 80 pages sur la question et le point de vue est assez clair. Nous n'en voulons pas, en tout cas certainement pas sous la forme où c'est imposé actuellement avec une espèce de déferlante. La plupart des professeurs, il me semble, le point de vue est assez clair. Donc, je ne pense pas que c'est une question seulement de temps. Je pense que c'est une question où les professeurs voient bien qu'il y a une menace ici et comprennent que ça met en danger l'intégrité. Vous parlez d'intégrité tantôt, hein, pas juste l'intégrité de la pédagogie, mais l'intégrité même du lieu éducatif, de la communauté éducative. Hein. Vous parliez tantôt
tantôt, est-ce que c'est le diplôme qui est important puis la certification? Non, c'est aussi le fait qu'il existe un milieu de vie dans lequel on n'est pas branché sur des machines 24 heures sur 24 et nous essayons ensemble d'agir et parler ensemble, puis de vivre et de ressentir ensemble. Bien, ça, c'est menacé actuellement par l'extension de ces machines. Puis ça menace aussi des corps d'emploi puis d'autres secteurs dans la société. Mais en ce qui concerne l'éducation, c'est encore plus dangereux parce que c'est les générations futures. Là, il me semble que là, quand nous, on dit « stop », on est très inquiet. C'est pas juste parce qu'on n'est pas encore au stade des précurseurs qui n'ont pas encore, je dirais, intégré la chose. C'est parce que notre inquiétude, je pense, elle est fondamentalement justifiée par une prise de position argumentée sur nous ne voulons pas de la direction que cette société est en train de prendre et nous pensons que l'éducation ne doit pas non plus épouser cette direction. Vous voyez, c'est un parti pris, je pense, qui est éclairé de la plupart de nos collègues qui le refusent. Il y en a évidemment qui sont très enthousiastes, mais ce n'est pas la majorité de ce que moi je vois et j'entends. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de dire que l'approche recherchée, ça doit simplement d'éviter le mur à mur? On peut comprendre que dans certaines disciplines, ça s'y prête pratiquement pas, alors que dans d'autres, c'est peut-être même aidant. Non, mais on parlait tantôt de formation à distance pour quelques clientèles particulières, des gens, par exemple, qui sont dans la région éloignée. Oui, il n'y a pas de problème avec ça, mais ce n'est pas ce qu'on voit actuellement. Ce qu'on voit, c'est non seulement dans l'éducation, mais dans tous les secteurs d'activité, le télé-everything, donc les machines partout, l'intelligence artificielle partout, l'automation de toutes les opérations cognitives avec des pertes d'emploi à la clé. Je veux dire, là, il y a quelque chose comme un risque, et même un risque d'une intelligence artificielle générale, qui pourrait même, selon certaines personnes, à 5 ou 10 détruire l'humanité. Et il y a des gens très sérieux qui disent ça, comme Stephen Hawking, comme Elon Musk, comme des gens chez Google. Il faut prendre au sérieux cette menace. Je veux juste dire que quand on s'inquiète de ça, c'est pas seulement parce qu'on n'est pas encore, disons, pas encore adapté ou pas encore... Non, c'est parce qu'on a vu ce que c'est, on n'en veut pas. Oui. Madame Peters, vous vouliez réagir? Bien, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut certainement pas enlever à nos étudiants l'obligation de développer leur jugement cognitif, de l'apprendre. Mais par contre, il y a certains moments donnés, quand ils sont en classe avec nous, quand ils font des travaux avec nous, je pense que l'intelligence artificielle peut servir, il peut y avoir un délestage cognitif vers l'intelligence artificielle. On utilise déjà tous Google pour aller chercher de l'information. Quelle différence il va y avoir en utilisant l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, elle va nous donner de l'information. L'étudiant a absolument besoin de son jugement pour dire est-ce que je suis d'accord avec ça, est-ce que je ne suis pas d'accord, est-ce que c'est ma position, est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit, et d'aller chercher d'autres sources d'information pour s'assurer. Premier endroit où moi je le vois comme étant très pertinent. Deuxième endroit, je ne sais pas, levez donc la main, ceux qui utilisent Antidote ici, par exemple, qui n'est pas une intelligence artificielle. OK? Oui. C'est très, très utile comme outil. Bien maintenant, l'intelligence artificielle permet d'aller plus loin pour faire la correction, l'aide à la correction, je dis bien, et non la rédaction de texte. C'est un outil, c'est un délestage cognitif. Ça n'empêche pas, quand elle nous propose des choses, qu'il faut connaître, faut avoir des connaissances de base pour être capable de dire « oui, je suis d'accord avec ce qu'elle me propose, non, je ne suis pas d'accord, oui, je l'accepte, non, je ne l'accepte pas ». Ça prend une autonomie 100% d'accord avec vous. Oui. Moi, je souris en pensant que, en fait, j'ai fait ma petite recherche, puis je me disais, comment se fait-il qu'on prend ça comme si c'était le tsunami qui vient d'arriver, alors que dans la recherche, ça disait déjà qu'en 1950, il y avait le test de Turing qui faisait la confrontation à l'aveugle d'un auditoire humain pour détecter si c'était une machine ou l'homme. Alors, il y avait déjà, depuis 1950, une introduction de ça. Donc, je pense que l'arrivée du tsunami, c'est peut-être parce qu'on doit, oui, le ralentir pour aller le doser. Oui, je pense qu'on peut facilement redire à notre ministre qu'on veut un ralentissement pour prendre le temps d'en parler. Je pense qu'on a senti cette ouverture-là. Mais en même temps, moi, je pense que je suis rendue à vous dire que ça prendrait quand même une révolution de l'éducation. Ça, je suis d'accord. Je le nomme comme ça dans mes mots. Je ne sais pas si mes collègues sont d'accord. Une révolution de l'éducation qui passerait par une révolution sociale. Moi, je le vois comme ça. Ça dépend comment vous définissez révolution. Oui, c'est ça. Et c'est quoi l'objectif de votre révolution? Non, mais c'est parce qu'il faut qu'on arrive à accompagner, trouver des balises, ralentir, aller chercher, aller encore plus écouter les gens de terrain. Ça, je suis d'accord avec vous tantôt. Pour la rendre plus humaine. Oui. Diminuer les grosseurs des classes. Oui. Moi, je pense qu'il faut d'abord arrêter de marchandiser l'éducation, c'est la première chose. Ensuite, l'influence des GAFAM, il faut y faire très attention. Il faut mettre des garde-fous contre ça. Il faut lutter contre l'influence croissante de ces grandes entreprises.
Puis la technique, je pense qu'on doit avoir la technologie, une réflexion sur la place croissante qu'elle prend. Et à bien des égards, il y avait un article dans le magazine Time l'autre fois qui disait « shut it down ». Je pense que plusieurs de ces systèmes sont nuisibles et doivent être débranchés, tout simplement. Je veux dire, est-ce qu'on veut vraiment remplacer, par exemple, je ne sais pas moi, des psychologues par des algorithmes? Alors, c'était une question dans le journal la semaine dernière. Voulez-vous qu'un psychothérapeute soit remplacé par un algorithme? Moi, je pense que non. Vous voyez? Ça fait partie des choses qu'on devrait refuser. Donc, la révolution, moi, je l'entends dans ce sens-là. C'est une révolution pour moi qui remet en question la croissance, le capitalisme, la société cybernétique, qui effectivement a pris ses origines dans les années 50, mais dont on voit aujourd'hui, je dirais, le plein développement. C'est annoncé depuis les années d'après-guerre, mais le paradigme du capitalisme cybernétique globalisé, dont parlait Michel Freytag, que j'évoquais tantôt dans un ouvrage, L'impasse de la globalisation, bien, ce paradigme, maintenant, nous en voyons, je dirais, le plein développement aujourd'hui, avec tout ce que ça suppose de perte de contrôle des sociétés sur leur propre destin. Donc, moi, quand j'entends révolution, c'est dans le sens d'une réappropriation de la capacité de décider collective pour mettre des limites aussi bien au capital, à l'économie, qu'à la technologie. Et ça implique de retrouver une forme de démocratie très profonde. Et pour le moment, elle n'est pas là, cette démocratie. On est dans l'urgence, on est dans une imposition par des grandes entreprises, on est dans la dépossession des acteurs, des professeurs notamment, des étudiants aussi. Donc, on a un déficit démocratique sur ces questions-là. Et tout ce qu'on nous donne, c'est la promesse qu'il y aura des balises éthiques dont la plupart ont déjà été dépassées. C'est-à-dire, on va protéger la vie privée. Où est-elle maintenant? Elle est déjà partie, la vie privée. Elle n'est plus là, vous voyez? Donc, on nous dit qu'on va faire des choses, qu'on va nous protéger, alors que déjà, au fond, on est dépassé par les événements. Voyez? Donc, c'est ça. Moi, révolution, je l'entends dans un sens profond de changement de type de société. Ça prend une société post-capitaliste, post-croissance, puis ça prend une éducation qui va être adaptée à ce besoin d'une société qui va renoncer. Parce que le mode de développement dans lequel on est aujourd'hui ne fonctionne plus et détruit la nature. Il y a des gens qui pensent que l'IA va régler le changement climatique. Moi, je vous dis non, ça ne le fera pas. Ce qui va régler le changement climatique, c'est d'arrêter la croissance infinie du capital et la croissance infinie des machines. Et pour ça, il faut réfléchir à une société où on remet des limites. C'est l'âge des limites. C'est ce que dit Serge Latouche, le grand écologiste. D'accord avec lui. Alors, pour moi, Oui? ce sera vraiment une alliance réfléchie, là, mais pour arriver à une alliance entre l'humain et l'IA, mais vraiment prendre l'humain en priorité d'abord, mais pour aller chercher une alliance. Moi, j'ai encore espérance d'aller vers une alliance. Est-ce qu'on est en train de perdre l'essence même de l'éducation, et là je parle du primaire jusqu'à l'université, qui avait pour but de former d'abord un citoyen éclairé, doté d'un sens critique? Est-ce que là, on est juste dépassé par la machine ou bien ça demeure? Vous observez ça dans vos classes au collégial, à l'université, en plus d'une formation professionnelle à acquérir, bien sûr, là. Mais il y a aussi toute la question de la marchandisation des espaces universitaires, là. Mais est-ce qu'on est en train d'échapper cette formation de base d'un citoyen éclairé, doté d'un sens critique? Alors, pour ma part, je crois qu'on peut y arriver si on fait l'accompagnement pour aller développer cette capacité cognitive de réfléchir et que l'humain comprenne ce qui se passe dans la machine, comprenne l'IA sans qu'il nous soit rapidement imposé, sans que ce soit compris. Donc, moi, je pense qu'on va y arriver avec les bons citoyens éthiques, humains, et garder notre humanisme dans la mesure où l'humain lui-même, on l'aura accompagné pour s'assurer qu'il va aller dans son niveau de réflexion plus avancé, là, que j'appelais, j'essaie de trouver le terme, je l'ai oublié, là, mais dans sa capacité cognitive de réflexion et de capacité de réfléchir et d'analyser lui-même. Je vous poserai la question parce que on est en présence d'universitaires là, ou du collégial, mais universitaires aussi, qui œuvrent avec cette clientèle-là. En supposant qu'on y arrive à ce modèle que vous nous proposez, est-ce qu'on y arrive pour tout le monde ou on n'y arrivera que pour ceux qui ont la chance de faire des études supérieures et de jouer avec les subtilités de cette réalité-là? C'est une immense question que vous nous posez là. Il faut penser, est-ce qu'on y arrive pour tous? Je suis convaincue qu'on y arrive pour la grande majorité qui passent puis qui finissent un diplôme universitaire. Oui, mais c'est certain qu'on n'y réussit pas. Il y en a qui finissent l'université, puis des fois, on se demande comment ils ont réussi à passer. Puis c'est ceux qui se rendent à l'université, mais il y a ceux qui terminent au cégep, il y a ceux qui finissent à peine avec un secondaire, etc. Est-ce qu'on réussit à former des citoyens qui sont réfléchis, qui ont une ouverture et un esprit critique devant le monde qui subit des bouleversements énormes dans les dernières années?
Je vais garder mon optimisme puis je vais dire, je pense que pour la plupart, oui, mais on en a qu'on échappe. Il n'y a aucun doute. Je vous pose la question parce que j'ai une inquiétude très simple. Mon adolescente qui est en première année de collégiale, qui m'arrive la semaine dernière en me disant que sur Snapchat, on venait de lui installer, sans qu'elle ait jamais demandé, l'intelligence artificielle. Et puis, elle ne pouvait même pas le désinstaller. Alors, aucune formation, aucune demande. Voilà, l'outil t'est imposé par le média social que tu as décidé On est en train de d'utiliser. procéder à une sorte d'expérimentation à grande échelle sur les nouvelles générations qui sont un peu comme des rats de laboratoire, qu'on plonge dans ce bassin technologique qui est voulu par des adultes qui travaillent, eux, dans la Silicon Valley et qui décident, tiens donc, les jeunes du futur, là, on va te les brancher là-dessus, mon ami. Et on voit le résultat. OK? On a des problèmes en maîtrise de la langue, difficulté de capacité d'abstraction, problème de développement d'autonomie. Il y a des étudiants qui ont de la difficulté à trouver la cafétéria ou la coop du cégep après 5 semaines. Il y en a qui sont arrivés en pyjama au collège. Je veux dire, c'est la ponctualité. Non, mais des choses de base. Ça, c'est post-pandémie quand même. Non, mais c'est quand même des études qui montrent que l'exposition aux écrans cause anxiété, dépression, problème de régulation émotionnelle. Je veux dire, on est en train de faire vivre à ces jeunes-là ce que j'appellerais une sorte de dépossession. Parce que Hannah Arendt disait, les jeunes ont droit à un héritage. Ils ont droit de comprendre le monde commun dans lequel ils vivent. Et on doit leur expliquer les clés de ce monde, leur donner la culture. Mais si on leur donne juste des bébelles informatiques, excusez-moi l'expression, là, si on leur donne que ça, bien, on voit les résultats. Ça crée des problèmes de relation d'empathie avec les autres, des problèmes de liens humains, de développement même au niveau neurologique ou cognitif. Hein. Il y a des gens comme Boris Cyrulnik qui s'intéressent. Quand l'adolescence, c'est le moment où on tisse des liens sociaux puis on développe ces compétences-là. Si on passe son temps devant une machine, on n'est pas en train de développer son cerveau de la bonne façon. Donc, on est en train de faire à ces jeunes-là quelque chose qui, à mon avis, est ignoble. Et peut-être dans quelques générations, on va se réveiller et on va se dire, mais c'est pas la bonne façon. Peut-être la bonne façon, c'est comme les écoles alternatives, c'est de les mettre à l'extérieur, de leur faire du tricot. Moi, j'en sais rien, mais certainement pas de leur faire... Parce qu'en Chine, actuellement, il y a des jeunes qui sont devant une IA, qui est leur seul enseignant. Il y a même une école sans professeur à Québec aussi. Vous êtes devant l'ordinateur tout seul. Et de temps en temps, si vous avez un pépin technique, quelqu'un peut vous assister, mais vous passez le reste tout seul. Et résultat des courses, on leur demande qu'est-ce qui vous manque le plus? Un professeur humain. Vous voyez? Il y a une déshumanisation en cours ici, là, et c'est très, très préoccupant. Je ne pense pas, moi, qu'actuellement, on peut dire que ça va, on forme des citoyens, tout va bien. Non, je m'inquiète énormément de ce qu'on est en train de ne pas leur donner, en fait. Il y a un héritage qu'on leur refuse, et à la place, on les oblige d'une certaine manière. Puis évidemment, bon, c'est quand on est jeune, c'est facile de se laisser prendre au jeu du côté ludique de ça. Hein? Mais on leur dit, ce qu'ils veulent, au fond, c'est des jeux vidéo, mais ce n'est pas une façon de construire des adultes rationnels. En même temps, s'il y a une conclusion peut-être positive de nos années de pandémie, c'est que j'ai jamais entendu autant de jeunes dire que les écrans, ils en avaient assez. C'est-à-dire qu'ils ont déjà cette compréhension sensorielle que c'est pas un tout en soi. Là. Ouais, on voit ça. Il y a des gens qui ont des clubs de déconnexion maintenant, qui abandonnent le téléphone intelligent. Donc, il y a des petits mouvements de déconnexion, mais en même temps, de l'autre côté, vous avez le vaisseau amiral des GAFAM qui, dans tous les pays du monde, a un programme pour la jeunesse et qui veut enrôler tout le monde dans ce mode de vie branché constamment. Elon Musk veut même mettre des puces dans le cerveau avec Neuralink. Je veux dire, il y a le post-humanisme derrière. C'est l'humain fusionné avec la technique. Google aussi travaille sur ça. Donc là, je vais avoir l'air cinglé. Mais je veux dire, il y a des gens qui ont un programme de nous brancher 24/24. Quand je parle de danger, il est là, le risque. Donc, il faut mesurer ça. Puis dire, si on n'en veut pas, bien, on doit développer un autre projet démocratique, écologique, à échelle humaine. Ça va impliquer donc aussi une éducation beaucoup plus peut-être modeste dans ses moyens, mais beaucoup plus proche de l'humain que des machines. Vous voyez, c'est tout un autre... Ça prend une pensée globale, un projet politique global qui va intégrer la question de l'éducation à ce projet de société écologique démocratique du 21e siècle. Merci. Je vous donne le mot de la fin, Mme Lafleur, puisque vous êtes la seule à nous donner peut-être un peu d'espoir en parlant de révolution. Non, mais ce sera peut-être moins tranquille cette fois-ci à suivre. Bien, moi, j'ai l'espérance d'un jour 2 de Mme Derry où est-ce qu'on pourra être entendu et qu'on pourra rapprocher l'intégration des technologies mieux dosées possiblement et rendre notre système éducatif encore plus humain. Alors, on se donne rendez-vous pour le jour 2. J'y serai avec grand plaisir. Si on nous invite, on y sera aussi. D'accord. Voilà. Bien, il me reste, moi, à vous remercier d'avoir accepté notre invitation, Mme Peters, M. Martin et Mme Lafleur. C'était un réel plaisir. Évidemment, on n'a pas résolu la question, mais je pense qu'on a donné plein de pistes de réflexion aux gens qui nous écoutent et qui porteront leur propre réflexion
à l'intérieur de leur cœur et de leur cerveau plutôt qu'à l'intérieur d'une machine. Ce sera déjà ça de gagner. Alors, je voudrais aussi, en cette fin d'émission, remercier notre recherchiste Christina Monfette-Fortin qui se détache de l'équipe pour la prochaine saison, mais sans qui on n'aurait pas réussi à faire une émission qui vous a captivé puisque semaine après semaine, vous nous avez permis d'entrer dans vos salons. Merci. Je sais que l'offre télévisuelle est très large, alors si on est chez vous, on est vraiment très content d'y être. Je remercie également toute l'équipe de la Gazette, Magali Boisvert, Isabelle Padoula, sa directrice. Merci à Jessica Lalonde de la station Nous TV, à toute l'équipe qui a rendu cette émission et cette série d'émissions possible. Je vous ai gardé pour la fin, auditrices et auditeurs. Merci infiniment de nous avoir suivis pendant cette saison. Je vous souhaite un très bel été. Soyez prudents sur les routes et sur les plans d'eau et on se revoit avec grand plaisir à l'automne. C'est un rendez-vous. Au revoir.